Dans les archives militaires allemandes de 1940, un mot revient avec une insistance troublante. Un mot qui n'apparaît dans aucun manuel tactique, dans aucune directive officielle. Un mot que les officiers de la Wehrmacht préféraient ne pas prononcer à voix haute, mais qui circulait néanmoins dans les rangs avec la force d'une superstition. Hexenschützen, tireur sorcier. Ce terme, murmuré dans les tranchées boueuses des Vosges, griffonné dans les marges des rapports de terrain, désigne des hommes que l'armée allemande ne parvenait ni à localiser, ni à comprendre, ni à arrêter. Des Français. Des tireurs d'élite dont la précision semblait défier toute logique militaire, toute probabilité balistique, toute compréhension tactique. Un seul homme capable de clouer au sol un bataillon entier. Un seul coup de feu qui transformait une progression méthodique en chaos meurtrier. Une balle qui trouvait toujours son officier, son chef de section, son opérateur radio, comme guidé par une intelligence qui voyait à travers les arbres, à travers la fumée, à travers le brouillard de la guerre, et pourtant, 80 ans plus tard, leurs noms ont disparu, effacés, rayés de l'histoire officielle comme si cette terreur silencieuse n'avait jamais existé, comme si ces fantômes français n'avaient été qu'une hallucination collective de soldats allemands traumatisés. Printemps 1940. La France vit ses dernières semaines d'innocence. Dans les cafés parisiens, on parle encore de la ligne Maginot comme d'un rempart infranchissable. Dans les états-majors, on brandit les chiffres avec une arrogance qui frise l'aveuglement. Mais dans les Ardennes, dans les Vosges, le long de cette frontière que l'on croyait protégée, une réalité bien différente se prépare. Le 10 mai 1940, à 4h35 du matin, les Panzers franchissent la frontière belge dans un rugissement d'acier qui déchire l'aube. En quelques heures, le mythe s'effondre. La guerre moderne, rapide, mécanique, brutale, pulvérise les certitudes d'une génération. Les colonnes blindées allemandes déferlent avec une violence que personne n'avait anticipée. L'aviation pilonne. Les lignes de communication explosent. Les routes se transforment en enfer de métal tordu et de chair brûlée. Le chaos devient la norme. La peur devient l'atmosphère. Et dans ce maelstrom qui engloutit une nation entière, des hommes restent. Des hommes qui ne reculent pas. Des hommes armés d'un fusil, d'une lunette artisanale et d'une patience minérale héritée de milliers d'heures passées dans le silence des forêts et des montagnes. Ils ne sont pas nombreux. Quelques dizaines, peut-être une centaine, dispersés le long du front qui s'effondre. Certains viennent des chasseurs alpins, habitués au tir longue distance dans les montagnes où chaque respiration compte, où le vent peut dévier une balle à 300 mètres. Ils connaissent le froid qui mord les doigts, l'immobilité totale, cette capacité à devenir partie du paysage. D'autres sont issus des unités coloniales, venues d'Afrique du Nord, où la chasse et le pistage font partie de la survie quotidienne. Pour eux, un soldat allemand n'est qu'une autre forme de gibier, plus dangereux, mais prévisible. D'autres encore proviennent de la ligne Maginot, formée dans une école du tir d'une exigence obsessionnelle. Ce ne sont pas des héros de légende, ce sont des techniciens de la mort, méthodiques, précis, invisibles. Parmi eux, il y a André. Son nom complet n'apparaît nulle part dans les récits officiels. Seulement André, chasseur alpin de la 27e division d'infanterie alpine, originaire d'un village de Savoie perdu dans les montagnes. Il est né en 1916, dans une famille de forestiers où le père transmettait au fils les secrets de la forêt. Enfant, André accompagnait son père à la chasse bien avant l'aube. Il apprenait à marcher sans bruit, à contrôler sa respiration dans le froid mordant, à lire les traces invisibles dans la neige, à anticiper le mouvement d'un animal. Il apprenait que le vent porte l'odeur humaine et que la patience est la seule vertu qui compte vraiment. À 12 ans, André touche sa première cible à 200 mètres. Son père pose simplement sa main sur son épaule. À 15 ans, il atteint régulièrement des cibles à 400 mètres. Il développe une relation presque mystique avec son fusil, ce vieux Lebel que son grand-père avait ramené de la Grande Guerre. Il connaît ses humeurs, ses particularités, la légère déviation après le 3e coup. Il apprend à faire corps avec l'arme jusqu'à ce qu'elle devienne une extension naturelle de son corps. À 20 ans, en 1936, André intègre les chasseurs alpins. Ses instructeurs comprennent rapidement qu'ils ont affaire à un tireur hors norme. En 1938, lors d'exercices dans les Alpes, André bat tous les records du régiment. 10 coups, 10 cibles, distance de 100 à 600 mètres. 10 impacts parfaits.
Le colonel note dans son dossier « tireur d'élite exceptionnel », à employer en mission spéciale si nécessaire. Ces mots, griffonnés en 1938, scellent le destin d'André. Ils font de lui un fantôme avant même que la guerre commence. En mai 1940, André est posté près de Senones, dans les Vosges, où les forêts de sapins s'étendent à perte de vue. Sa mission est simple sur le papier, retarder l'avancée allemande, protéger la retraite de son unité, tenir le plus longtemps possible. Mais André sait qu'il est seul. Son unité a reçu l'ordre de se replier vers l'ouest. Quelqu'un doit rester en arrière-garde. Ce quelqu'un, c'est André. Le capitaine lui explique la situation avec une franchise brutale. Les Allemands arrivent. L'unité a besoin de 48 heures pour se replier. André doit offrir ces 48 heures. Comment ça dépend de lui? Tactique libre. Aucun renfort. Le capitaine lui serre la main. Il ne dit pas bonne chance, il dit simplement merci, parce qu'il sait qu'il envoie André à une mort probable. André ne proteste pas. Il rassemble son équipement avec une méticulosité obsessionnelle. Un fusil Lebel avec une lunette artisanale qu'il a lui-même modifiée. 250 cartouches, chacune inspectée. 2 gourdes d'eau, du pain sec, du fromage, une couverture. Rien de superflu. Il abandonne son casque trop visible. Il enlève tous les insignes métalliques. Il se transforme en ce qu'il a toujours été. Un chasseur. Un fantôme. Le 9 mai au soir, il se met en position. Un affleurement rocheux à mi-hauteur de la colline qui surplombe la vallée. De là, il peut voir la route principale sur près de 2 kilomètres. Il prépare 3 postes de tir. Il mémorise chaque pierre, chaque arbre, chaque dénivellation. Il calcule les distances. 320 mètres jusqu'à la route, 400 jusqu'au pont. Il grave ces chiffres dans son esprit. La nuit tombe. André ne dort pas. Le froid s'installe. Un froid humide, pénétrant. André ne bouge pas. Il respire lentement, économisant son énergie. Autour de lui, la forêt vit sa vie nocturne. Une chouette ulule. André fait partie du décor. Il est la forêt. Il est le silence. Le 11 mai, au lever du soleil, les premiers éléments allemands apparaissent dans la vallée. André les voit avant de les entendre. Une colonne de reconnaissance. 8 hommes, peut-être 10, progressant en formation disciplinée le long de la route. Ils avancent avec prudence, mais sans réelle inquiétude. Ils ont écrasé tout ce qui se trouvait sur leur route depuis 3 jours. Ils s'attendent à de la résistance sporadique, désorganisée, facilement neutralisable. Quelques tirailleurs français démoralisés, quelques positions d'artillerie abandonnées. Rien qui puisse vraiment les ralentir. Ils ne savent pas qu'au-dessus d'eux, dans le silence minéral de la montagne, un homme les observe avec la patience d'un prédateur qui sait que la précipitation est l'ennemi de la précision. André les observe. Il ne tire pas. Pas encore. Pas maintenant. Il étudie leurs mouvements, leur formation, leur discipline. Il les regarde progresser pendant 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Il analyse la manière dont ils se déplacent, la distance qu'ils maintiennent entre eux, la façon dont ils scrutent les alentours. Il repère l'officier. C'est toujours facile de repérer un officier. Pas à cause de son uniforme, pas à cause de ses insignes, mais à cause de son comportement. La manière dont les autres soldats se tournent vers lui pour recevoir des ordres, la façon dont il consulte sa carte, le geste qu'il fait pour désigner une direction. C'est un lieutenant reconnaissable à ses jumelles qui pendent sur sa poitrine et à cette assurance dans la démarche qui vient du commandement. André calcule la distance. 320 mètres. Un vent léger venant de l'ouest, peut-être 5 km/h. Température fraîche, air humide, ce qui signifie que la balle voyagera légèrement plus bas que dans des conditions sèches. Il ajuste mentalement son tir. 320 mètres, vent latéral gauche, température 7 degrés. Il compense. Il positionne son fusil. Il place la croix de sa lunette artisanale exactement où il veut que la balle aille, pas sur le corps de l'officier, sur l'endroit où sera le corps de l'officier dans 1 seconde et demie. Parce qu'une balle met du temps à parcourir 320 mètres. Et dans ce temps, un homme peut faire un pas, peut tourner la tête, peut bouger juste assez pour transformer un tir mortel en un tir raté. André inspire, profondément. Il remplit ses poumons d'air froid. Puis il expire, lentement, très lentement. Il vide ses poumons jusqu'à ce qu'il ne reste presque plus d'air. À ce moment précis, entre 2 respirations,
Son corps est parfaitement immobile. Pas de mouvement du thorax, pas de battement de cœur perceptible. Juste le doigt sur la détente. Et il presse, avec une douceur infinie, avec une tendresse presque obscène, comme s'il caressait quelque chose de fragile. Le coup part. La détonation résonne dans la vallée, sèche, brutale, suivie immédiatement d'un écho qui se répercute entre les montagnes. Le lieutenant allemand s'effondre, instantanément. Pas de cri, pas de geste dramatique, juste un corps qui perd toute rigidité et qui tombe comme un pantin dont on aurait coupé les fils. La colonne se fige. Pendant une seconde, peut-être deux, personne ne comprend ce qui vient de se passer. Les soldats regardent leur officier étendu sur le sol, du sang qui commence à former une flaque sombre sous sa tête. Puis, la réalité les frappe. Quelqu'un tire. Quelqu'un les a pris pour cible. Les soldats se jettent au sol, cherchant désespérément un couvert, une protection, n'importe quoi qui puisse les protéger d'une balle invisible. Mais André a déjà disparu. Il ne reste jamais au même endroit après un coup. Jamais. C'est la règle absolue. Tirer et rester, c'est mourir. Il se déplace de 50 mètres vers sa deuxième position, glissant entre les arbres avec une aisance qui vient de milliers d'heures passées dans ces forêts. Il ne court pas. Courir fait du bruit. Il marche rapidement, mais en contrôlant chaque pas, en évitant les branches mortes, en contournant les zones où les feuilles sèches trahiraient sa présence. Il atteint sa deuxième position et s'y installe. Tout le processus prend moins de 2 minutes. En bas, dans la vallée, les Allemands fouillent toujours la forêt du regard, scrutent chaque arbre, chaque rocher, chaque ombre. Ils pointent leurs armes vers des cibles imaginaires. Ils hurlent des ordres en allemand. Mais ils ne voient rien, parce qu'il n'y a rien à voir. Juste le vent dans les branches, juste le silence de la montagne. 15 minutes passent, puis 20. La tension chez les Allemands est palpable, même à distance. André peut voir leurs gestes nerveux, la manière dont ils regardent constamment par-dessus leur épaule. Un sous-officier tente de prendre le commandement. Il crie à ses hommes de se lever, de continuer la progression. Un soldat allemand se relève lentement, prudemment. Il fait 3 pas, 4, 5. Il commence à croire que le tireur est parti, que le danger est passé. André le laisse faire 6 pas, 7. Puis un deuxième coup résonne. Le soldat s'écroule. Cette fois, c'est la panique. Les Allemands ne se replient pas de manière ordonnée. Ils fuient. Ils courent vers l'arrière, abandonnant leurs morts, abandonnant leur équipement, persuadés qu'ils sont tombés dans une embuscade bien organisée, qu'ils font face à un groupe de tireurs d'élite, peut-être à une section entière de chasseurs alpins. L'idée qu'un seul homme puisse causer autant de dégâts ne leur vient même pas à l'esprit. C'est impossible. C'est contraire à toute logique militaire. Pendant 3 jours, André répète cette tactique avec une rigueur implacable. Mais chaque heure rend la mission plus difficile. Ce n'est pas les Allemands qui le fatiguent, c'est son propre corps. Il ne dort presque pas. Quelques minutes arrachées ici et là, toujours en alerte. Il se nourrit à peine. Le pain devient dur comme de la pierre. Mais le pire, c'est le froid. Ce froid humide qui transforme chaque mouvement en torture. Ses mains tremblent. Il doit les réchauffer avant chaque tir, parce qu'une main qui tremble ne peut pas presser une détente avec la douceur nécessaire. Il tire rarement, mais chaque coup touche. Un opérateur radio, un servant de mitrailleuse, un sous-officier qui tente de rallier ses hommes. À chaque fois, les Allemands croient affronter plusieurs tireurs. Ils envoient des patrouilles. André les laisse passer, attend qu'elles soient à découvert et abat l'homme de tête. Les patrouilles se replient. Les Allemands commencent à parler. Un fantôme, un tireur impossible à localiser. La nuit, il progresse dans l'obscurité, croyant échapper aux tireurs. Mais André connaît ces forêts. Il se déplace dans le noir complet. Il entend les Allemands avant de les voir. Le bruit d'une botte, le cliquetis d'un équipement mal sanglé. Il se rapproche, réduit la distance à moins de 100 mètres. Un coup, un mort. Il se retire immédiatement. Les Allemands tirent au hasard, gaspillant des munitions sur des ombres. Le 3e jour, André sent que son corps approche de ses limites. Ses yeux brûlent, sa vision se trouble, ses mains tremblent d'épuisement. Maintenir un fusil pendant des heures exige une force que peu comprennent. Mais André ignore la douleur. Il a appris dans les montagnes que la douleur n'est qu'une information. Mais quelque chose change ce jour-là. Les Allemands ne progressent plus. Ils s'installent, ils creusent des tranchées,
Ils attendent des renforts. André a accompli sa mission. Il a retardé l'avancée pendant 3 jours. Mais il sait ce qui va suivre. L'artillerie. Ils vont bombarder toute la zone. Le 14e mai, au crépuscule, André tire son dernier coup. Un officier qui étudie une carte. L'officier s'effondre. André ne tire pas une deuxième fois. Il n'a plus qu'une dizaine de cartouches. Il rassemble son équipement, abandonne sa couverture et commence à marcher vers l'ouest. Derrière lui, les Allemands attendent. Ils ne savent pas encore qu'ils viennent de passer 3 jours à combattre un seul homme. Un seul homme qui a abattu 72 d'entre eux et qui s'éloigne maintenant dans la nuit, aussi silencieux qu'il était arrivé. Le 14e mai, un rapport est rédigé par le lieutenant Klaus Müller de la 116e division d'infanterie allemande. Le document sera retrouvé après-guerre dans les archives de Coblence. Il mentionne ceci, citation, « Secteur de Senones, Vosges. Progression stoppée pendant 72 heures. Pertes inhabituellement élevées dues à un tireur français non identifié. Position impossible à localiser. Chaque effort de progression entraîne des pertes ciblées. Officiers, sous-officiers, opérateurs radio visés systématiquement. Les hommes refusent de lever la tête. Morale en chute libre. Je demande autorisation de contourner ce secteur. La progression frontale semble suicidaire. » Fin de citation. Dans les marges, griffonné au crayon une annotation. Hexenschütze, tireur sorcier. Ce mot n'est pas anodin. L'armée allemande, réputée pour son pragmatisme, en vient à utiliser un vocabulaire qui appartient à la superstition. Parce qu'elle ne trouve pas d'autre explication. Comment un seul homme peut-il causer autant de dégâts? Comment peut-il savoir à chaque fois quel officier abattre pour maximiser le chaos? Et ce mot va circuler. Les soldats se le transmettent à voix basse. Ils parlent du tireur des Vosges qui peut vous abattre à 500 mètres sans que vous l'ayez jamais vu. Les histoires s'amplifient. Un soldat jure avoir vu la silhouette du tireur. Un autre affirme qu'il utilise une arme spéciale. Un troisième raconte que c'est un groupe coordonné par télépathie. C'est absurde, mais c'est ce qui se passe quand des hommes rationnels sont confrontés à l'inexplicable. Le mot « Hexenschützen » se propage à d'autres unités. Parce qu'André n'est pas seul. Un chasseur alpin près de Gérardmer abat 13 soldats en une journée, sans être repéré. Les Allemands organisent une battue avec 50 hommes. Ils ne trouvent rien. Juste des douilles vides sur 3 positions différentes. Un tireur d'origine algérienne neutralise une position de mitrailleuse entière près de Bitche. Méthodiquement, un homme après l'autre, sur 6 heures. À la fin, la mitrailleuse est intacte, mais il n'y a plus personne pour l'utiliser. Les Allemands qui découvrent la scène ne comprennent pas. C'est l'œuvre d'un seul homme qui a décidé de les éliminer avec la patience d'un bourreau. Un ancien de la ligne Maginot engage un duel avec un tireur d'élite allemand près de Sedan. Le duel dure 3 jours. Le 4e jour, le Français abat son adversaire à 630 mètres. Les Allemands trouvent sur le corps une note. « Vous étiez un digne adversaire. Ce n'est pas de la vantardise, c'est du respect. » La réponse est simple, mais elle échappe à l'armée allemande de 1940. Ces hommes ne sont pas des sorciers. Ce sont des chasseurs. Des hommes qui ont passé leur vie à comprendre le terrain, à lire les signes invisibles. Ils savent comment le vent se comporte dans une vallée, comment la lumière change et affecte la visibilité. Ils savent qu'un homme fatigué fait des erreurs prévisibles, qu'un officier stressé expose toujours son flanc gauche quand il regarde sa carte. Ils connaissent le terrain parce que c'est leur terrain. Ils ont grandi dans ces forêts. Ils peuvent se déplacer en pleine nuit sans lumière parce que leurs pieds reconnaissent le terrain au toucher. Ils ne cherchent pas la gloire. Ils savent que la guerre est perdue, mais ils refusent de capituler sans combattre, simplement parce qu'ils sont capables de le faire. Un coup, une cible, un déplacement. C'est leur contribution à une guerre déjà perdue. C'est leur manière de refuser l'humiliation totale. Mais cette guerre ne peut pas être gagnée par des tireurs isolés. Le 22 juin 1940, la France capitule. André, replié vers l'ouest, reçoit l'ordre de déposer les armes. Il se trouve près de Lyon, dans un camp où des milliers de soldats attendent. L'atmosphère est lourde. Certains pleurent. D'autres restent immobiles, le regard vide. On leur dit de rentrer chez eux. La guerre est finie. Mais pour André, la guerre n'est pas finie. Pas comme ça, pas avec ce goût d'inachevé. En septembre 1940, André franchit clandestinement la ligne de démarcation.
Il se déplace de nuit, évite les routes, traverse les forêts. Les patrouilles allemandes ne le voient jamais. Il atteint Marseille, fin septembre. Là, il trouve un réseau qui fait passer des hommes vers l'Afrique du Nord. André n'a pas d'argent, mais il a son fusil. Le passeur accepte l'échange. Ils embarquent sur un chalutier qui met le cap sur Oran. André débarque à Oran en octobre 1940. Il survit en travaillant sur les docks, observant, écoutant. Après 3 semaines, un homme l'aborde. « Vous voulez continuer à vous battre ?» André répond « Oui ». À minuit, dans un entrepôt, un officier se présente. Capitaine Leclerc. Il demande qui a de l'expérience au combat. André lève la main. Chasseur alpin. Tireur de précision, Sénon, mai 1940. Leclerc note. On a besoin de gens comme vous. Bienvenue. André s'entraîne dans le désert près de Koufra. La chaleur remplace le froid. La soif remplace la faim. Mais le principe reste le même. Survivre. S'adapter. Continuer. Il retrouve d'autres tireurs. Des hommes comme lui qui ont refusé de capituler. En novembre 1941, lors d'une attaque près de Bir Hakeim, André neutralise les observateurs italiens à 800 mètres. L'attaque réussit avec des pertes minimales. Dans le rapport, on mentionne l'efficacité du feu de couverture. On ne mentionne pas André. Les mois deviennent des années. Libye, Tunisie, Italie. À chaque fois, la même méthode. Observer, attendre, tirer, disparaître. Ses camarades l'appellent le fantôme, par respect. André ne se vante jamais. Quand on le remercie, il hausse les épaules. C'est son travail, de la technique, de la patience, des qualités apprises en chassant le chevreuil, pas dans les manuels militaires. En août 1944, André débarque en Provence avec la première armée française. Après 4 ans dans le désert et les montagnes italiennes, il revient en France. Une France occupée, blessée. Quand il pose le pied sur la plage près de Saint-Tropez, André ne ressent aucune émotion particulière. Juste la conscience qu'il y a encore du travail à faire. La progression vers le nord est rapide, mais certains secteurs résistent férocement. Des carrefours deviennent des points de blocage. C'est là qu'André intervient. Neutraliser les positions qui ralentissent la progression. À Lyon, en septembre, une mitrailleuse allemande bloque une avenue. Elle est au 3e étage, angle parfait. L'officier français demande l'artillerie. André dit qu'il peut régler le problème. Il étudie la position. 430 mètres. Il trouve une position, s'installe et attend. Pendant 3h30, rien. Puis le mitrailleur se montre. Juste quelques secondes. André tire. La silhouette disparaît. Un deuxième Allemand apparaît pour vérifier. André tire à nouveau. Après ça, silence. L'infanterie française peut progresser. Dans le rapport, on mentionne que la position a été neutralisée. On ne mentionne pas André. Il passe au secteur suivant. À Belfort, en novembre, c'est plus difficile. Les Allemands tiennent la ville maison par maison. André engage un duel avec un tireur d'élite allemand. Le duel dure une journée entière. Quand le tireur allemand tire, André le voit. Un mouvement à peine perceptible. Il anticipe le déplacement. Il presse la détente. Une silhouette tombe du toit. Mais André n'a pas le temps de savourer. Il y en a d'autres. Toujours d'autres. Le 8 mai 1945, la guerre se termine. André se trouve près de Strasbourg. Les gens pleurent de joie dans les rues. Ils s'embrassent. Ils célèbrent. André reste à l'écart, adossé contre un mur, observant avec une distance qu'il ne parvient pas à expliquer. Il a survécu. 5 ans de combat sans blessure grave. Il a tué plus de 200 hommes. Peut-être 250. Il ne ressent aucune culpabilité. Aucune fierté non plus. C'était juste ce qu'il fallait faire. Et maintenant, c'est terminé. André reçoit une citation pour bravoure. Quelques lignes bureaucratiques sur son efficacité au combat. Il la lit une fois, l'arrange, l'oublie. Comment résumer 5 ans en 3 phrases officielles? Comment décrire la sensation de presser une détente en sachant qu'une vie va s'arrêter dans 2 secondes? Les mots sont insuffisants. En juin 1945, André rentre en Savoie. Son village n'a presque pas changé. Les gens le reconnaissent, lui serrent la main, lui disent qu'on est fier de lui. On lui demande ce qu'il a fait. André répond vaguement. Chasseur alpin, Afrique du Nord, Italie, France. Les gens hochent la tête. Ils n'insistent pas. Ils veulent oublier, tourner la page, reconstruire. André ne peut pas vraiment parler de ce qu'il a vécu. Personne ne veut vraiment savoir qu'il a tué 250 hommes.
André reprend son travail de forestier, il retrouve les forêts de son enfance. Mais quelque chose a changé, il ne peut plus chasser. Après avoir chassé des hommes pendant 5 ans, chasser un chevreuil semble ridicule. Il essaie une fois avec son père, il vise un cerf. 200 mètres, conditions idéales. Il presse la détente, le cerf tombe. Mais André ne ressent rien. Aucune satisfaction. C'est juste un cerf mort. Il ne reviendra plus jamais chasser. Les années passent. André se marie. Il a 2 enfants. Il vit une vie normale. Mais il ne parle jamais de la guerre. Sa femme lui demande une fois. Elle a entendu des rumeurs sur le fantôme des Vosges. André dit simplement « C'était il y a longtemps. Ça n'a plus d'importance. Les enfants grandissent sans savoir que leur père était l'un des tireurs d'élite les plus efficaces de l'armée française. Ils ne savent pas que les Allemands parlèrent de lui comme d'un sorcier. » En 1953, André reçoit une médaille militaire, une cérémonie discrète, un préfet, quelques anciens combattants, un discours convenu. On le félicite, on lui serre la main, on prend des photos. Puis on l'oublie, parce qu'André ne correspond pas au récit que la France veut raconter. La France veut parler de la résistance, de Gaulle, de Paris libéré. Elle ne veut pas parler de 1940, des hommes qui ont combattu pendant la défaite, qui ont retardé l'avancée allemande avec des moyens dérisoires. Ces hommes-là gênent. Ils rappellent l'humiliation. Ils rappellent que la guerre aurait pu être différente si l'état-major avait été compétent. Reconnaître ça, c'est reconnaître que la défaite était une faillite des élites. La France de 1953 ne veut pas l'entendre. Alors on donne une médaille à André, on le remercie, et on l'efface. André meurt en novembre 1979, à 63 ans. Une crise cardiaque, en pleine forêt, pendant une promenade matinale. Il marche parmi les arbres qu'il connaît depuis l'enfance. Il sent une douleur dans sa poitrine, il s'adosse contre un sapin. Il glisse au sol, il regarde la forêt autour de lui. Les mêmes arbres, le même silence. C'est un endroit paisible pour mourir. Il ferme les yeux, et il disparaît, comme il a toujours préféré disparaître. Sans bruit, sans témoin. On le retrouve le lendemain, on le ramène au village. Ses funérailles ont lieu un jeudi après-midi dans la petite église. Une 50aine de personnes. Le maire prononce un bref discours. Un homme discret, travailleur, respecté. Il mentionne brièvement son service militaire, chasseur alpin, décoré de la médaille militaire, mais personne ne connaît les détails. On l'enterre sur la colline qui surplombe le village. Une tombe simple, André Mercier, 1916-1979. Rien d'autre, aucune mention de la guerre, juste un nom et des dates. Quelques semaines après, un ancien officier des forces françaises libres vient voir la veuve. Un homme âgé qui marche avec une canne. Il s'assoit dans la cuisine, boit le café qu'on lui offre, puis il dit « Vous savez ce que votre mari a fait pendant la guerre ?» La veuve secoue la tête. Il ne parlait jamais de ça. L'ancien officier raconte « Senones, les 3 jours seuls contre un bataillon, le surnom, le fantôme, l'Afrique du Nord, l'Italie, la libération, les 250 hommes tués. » La veuve écoute en silence. Des larmes coulent. Pas de tristesse, de regret. Regret de ne pas avoir su. Regret de ne pas avoir compris pourquoi son mari était si silencieux, si distant. L'ancien officier termine. « Votre mari était l'un des meilleurs que j'ai jamais connus. Il aurait mérité la Légion d'honneur. Mais il ne voulait rien de tout ça. Il voulait être oublié. Et on l'a exaucé. Aujourd'hui, plus de 40 ans après sa mort, le nom d'André n'apparaît dans aucun manuel d'histoire. Aucune rue ne le porte. Aucun monument ne le mentionne. Sa tombe sur la colline est maintenant couverte de mousse, envahie par les herbes. Personne ne vient la fleurir. Ses petits-enfants vivent leur propre vie, ignorant presque tout de cet homme silencieux. Dans 20 ans, plus personne ne saura qui était André Mercier. Son nom sera effacé. Définitivement. Les archives militaires françaises conservent quelques rapports. Mais il faut savoir quoi chercher. Chasseur alpin André Mercier, secteur de Senones. 72 tués confirmés. Quelques lignes dans un carton poussiéreux. C'est tout. Les historiens ne consultent pas ces cartons. Ils s'intéressent aux grandes batailles, aux décisions stratégiques, aux mouvements de division. Un homme seul avec un fusil n'entre pas dans leur analyse. Mais les archives allemandes racontent une histoire différente. Dans les dépôts de Coblence, il y a des dizaines,
peut-être des centaines de mentions de tireurs français d'une précision terrifiante. Et dans beaucoup de ces documents, ce mot, Hexenschützen, tireur sorcier, toujours là, comme une obsession, comme une peur qui ne dit pas son nom. En 2008, un historien allemand nommé Klaus Friedmann publie un article intitulé « Die französischen Hexenschützen ». Il a recensé plus de 90 mentions de tireurs français exceptionnels entre mai et juin 1940. Ces tireurs ont causé au minimum 1500 pertes allemandes confirmées, 1500 morts, causées par moins d'une centaine d'hommes. Un ratio d'efficacité qu'on associe aux forces spéciales modernes, pas à des chasseurs alpins de 1940. Friedmann conclut, citation, « Ces hommes représentent l'un des aspects les plus méconnus de la campagne de France. Leur efficacité était telle qu'elle a forcé l'armée allemande à adopter des procédures spécifiques. Pourtant, l'histoire française les a presque entièrement oubliés. Cette amnésie collective représente une injustice historique majeure. » Fin de citation. L'article est publié dans une revue académique allemande. Il est lu par quelques centaines d'historiens. Puis, il est oublié. Personne ne le traduit en français. Personne ne fait le lien avec les véritables identités de ces hommes. Parce que l'histoire française a décidé que 1940 était une parenthèse honteuse, qu'il valait mieux ne pas explorer. Il est plus confortable de parler de la résistance que de ces hommes qui se sont battus pendant la défaite avec une compétence qui remet en question le narratif officiel. Et pendant ce temps, dans les archives allemandes, le mot Hexenschützen continue de résonner, comme un aveu, comme une reconnaissance du fait que, même dans la défaite, certains Français ont inspiré une peur irrationnelle à l'une des armées les plus puissantes de l'histoire. Pas par la force brute, pas par le nombre, mais par la précision, par la discipline, par cette capacité à transformer un seul coup de feu en un événement tactique majeur, par cette patience qui permet de rester immobile pendant des jours, par cette connaissance du terrain qui permet de disparaître comme un fantôme, par cette détermination silencieuse qui refuse de capituler même quand la capitulation serait logique. Ces hommes méritaient mieux que l'oubli. Ils méritaient que leur nom soit gravé quelque part, que leurs actions soient racontées, que leurs sacrifices soient reconnus. Pas pour en faire des héros de propagande, pas pour réécrire l'histoire, simplement pour dire la vérité, pour dire qu'en 1940, certains hommes ont refusé de reculer, qu'ils ont combattu avec ce qu'ils avaient appris dans les forêts de leur enfance, qu'ils ont retardé l'avancée ennemie suffisamment longtemps pour que d'autres puissent se replier, qu'ils ont sauvé des vies, qu'ils ont prouvé que le courage n'a pas besoin de chars ou d'avions, qu'il suffit parfois d'un homme, d'un fusil et d'une détermination inébranlable. André Mercier était l'un de ces hommes. Il n'était pas un surhomme. C'était juste un chasseur savoyard qui a appliqué à la guerre ce qu'il avait appris dans les forêts. Un homme qui préférait le silence au bruit. Un homme qui a tué 250 ennemis sans chercher de reconnaissance. Un homme qui a terrorisé l'armée allemande, au point qu'elle parlait de sorcellerie. Un homme qui a survécu pour vivre dans l'anonymat. Un homme qui est mort seul dans une forêt, sans témoin, sans bruit. Un héros que la France a choisi d'oublier parce qu'il ne correspondait pas au récit officiel, parce qu'il rappelait la défaite, parce qu'il posait des questions dérangeantes. Alors voilà, l'histoire d'André Mercier, l'histoire d'un tireur sorcier que presque personne ne connaît, l'histoire d'un fantôme des Vosges qui a terrorisé l'armée allemande avant de disparaître dans l'anonymat. L'histoire d'un homme qui a tué 250 ennemis sans jamais chercher la gloire. L'histoire d'un héros oublié. L'histoire d'une injustice historique. L'histoire d'un nom qui devrait être gravé dans le marbre, mais qui n'apparaît même pas dans les livres. L'histoire d'un silence qui en dit plus long que tous les discours. L'histoire d'un homme qui méritait mieux. Si cette histoire vous a touché, si elle résonne encore en vous, alors partagez-la. Écrivez son nom dans les commentaires. André Mercier. 2 mots. 17 lettres. C'est tout ce qu'il faut pour qu'un nom survive. Soutenez cette chaîne pour que d'autres héros oubliés puissent sortir de l'ombre. Parce que l'histoire ne se limite pas aux noms gravés sur les monuments. Elle se compose aussi de ces hommes silencieux, de ces fantômes qui ont combattu sans témoin, sans médaille, sans reconnaissance. De ces hommes qui ont refusé de capituler même quand capituler aurait été censé. De ces hommes qui ont prouvé que le courage individuel peut changer quelque chose, même dans une guerre perdue. De ces hommes qui ont donné leur vie, ou au moins leur jeunesse, pour un pays qui les a ensuite oubliés.
Il mérite qu'on se souvienne. André Mercier mérite qu'on se souvienne. Et peut-être qu'en nous souvenant de lui, nous nous souviendrons aussi de tous les autres, de tous ces noms perdus, de toutes ces histoires effacées, de tous ces héros qui sont morts 2 fois.